La République En Marche est orpheline, la République En Marche est quelque peu frondeuse, la République En Marche se cherche aussi un avenir, pourtant elle est bien jeune. C'est avec Coralie Dubost qu'on va en parler ce matin, qui est députée LaREM, puisqu'on dit comme ça, de l'Hérault. Bonjour, Bonjour. Coralie Dubost. Alors, plus de patron à la tête du parti, vous êtes orpheline, comment ça se passe? On a un burex, on a un bureau Un burex. exécutif. Mais oui, on a un Bureau bureau exécutif. exécutif intérimaire qui assure très bien l'intervalle. Qui pour remplacer Christophe Castaner alors? Bah, écoutez, c'est la question effectivement que tout le monde se pose. Moi, je pense dans les noms qui émergent, il me semble qu'à la fois Marlène Schiappa et Pierre Persson sont deux personnes très intéressantes. Persson, Sylvain Maillard? Sylvain Maillard ne s'est pas déclaré. Et c'est pas déclaré, d'accord. Et Stanislas Guerini? C'est pas parfaitement déclaré non plus. Pas parfaitement, d'accord. Marlène Schiappa, ça serait bien? Ah mais oui, bien sûr. C'est quoi, c'est une femme qui parle aux femmes? Non, c'est une femme qui parle à tout le monde. Ah. C'est une femme qui parle à tout le monde. Hein. Et c'est une femme qui est emblématique, qui est absolument emblématique chez En Marche, qui fait partie de l'histoire de la République En Marche, qui a construit. Je pense que tout le monde est marqué par son intervention à Lyon, son action quotidienne, sa capacité à porter des grandes causes. Donc évidemment, c'est un personnage. Être délégué général de la République En Marche? Bien sûr, bien sûr. C'est possible, on peut faire les deux. Bah oui, d'ailleurs, ça a déjà été fait. Oui, mais Christophe Castaner, c'était compliqué. Bon. Vous savez, je pense que c'était la période qui était compliquée quand on sort d'une élection, ce mouvement qui est tout jeune et qui avait été créé dans le cadre d'une campagne et ensuite qui trouve ses marques dans le cadre d'une action gouvernementale, présidentielle et législative. C'est une organisation nouvelle à trouver. Mais ça pose pas de difficulté, il suffit de relancer la machine. Donc Schiappa, vous votez Schiappa? Ah, écoute, on le sent à quand ça très intéressant. Quand est-ce que ça va se décider? Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui tiens les délais, je ne suis ni membre du bureau exécutif et je pense que les décisions se prennent un peu plus à ce niveau-là. Ok. De quoi il y avait question ce week-end? Parce que ce week-end, les militants se réunissent demain, ici les Moulineaux, et puis le Parlement du parti se réunit dimanche. Le Conseil national. Conseil national, qui est un peu le Parlement du parti, c'est 700 personnes à peu près. À peu près. De quoi vous allez causer? Bah écoutez, de beaucoup de choses. Je sais qu'il y a différents ateliers qui sont prévus. Vous serez dans quel atelier, vous? Ah, on verra, je vais circuler. D'accord. Probablement. Non, je sais qu'il y a des ateliers qui sont prévus sur la vie du mouvement dans les territoires, la vie du mouvement avec les députés, avec les ministres, dans l'action gouvernementale. Ça, c'est demain, ça? Ça, c'est dimanche. Dimanche. Pour le Conseil national et la façon dont on va pouvoir articuler l'ensemble dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on doit retoucher, qu'est-ce qu'on doit ajuster, qu'est-ce qu'on doit améliorer dans notre façon de travailler. Vous avez conscience qu'avec les territoires, il faut renouer les fils? Bien sûr. On voit que le gouvernement, le nouveau gouvernement, il a mis l'accent là-dessus. Et vous aussi? Ah mais oui, vous êtes loin de votre base électorale? Mais écoutez, moi je le ressens de façon quotidienne. Après, c'est un peu schizophrénique parce que le mandat de député, vous êtes un élu de la nation, vous devez représenter l'intérêt de tous les Français. Vous avez été élu et par en même temps, une base électorale. Voilà, vous avez été élu par une base électorale pour représenter tout le monde et être essentiellement à Paris. Donc ça vous crée un peu une dichotomie comme ça. Vous êtes plus à Paris que dans votre circonscription? Cette année, j'ai été plus à Paris que dans ma circonscription, mais j'ai changé les choses. Je pense que vous l'avez vu, j'ai quitté le bureau du groupe, la vice-présidence de l'AREM, précisément pour pouvoir aussi retourner plus vers ma circonscription. Vous avez quitté ou Gilles Legendre vous a dit de... Ah non, j'ai quitté dès le moment où Richard Ferrand s'est annoncé candidat à la présidence de l'Assemblée. Et c'est vrai pour vos amis aussi, députés Je pense que nous sommes nombreux dans ce cas-là. C'est quoi le mot d'ordre? Qui est-ce qui vous a donné ce mot d'ordre? Il n'y a pas de mot d'ordre, il y a une envie. Il y a une envie de travailler avec son territoire. Il y a des problématiques qui nous sont soumises par des concitoyens, parfois des problématiques extrêmement intéressantes, qui soulèvent des problèmes de fond de territoire qu'on a envie de régler, dans lesquels on a envie de s'impliquer pour pouvoir améliorer les choses. Et puis vous vous retrouvez bloqué parce que vous n'avez pas d'exécutif local et que vous n'êtes pas assez proche des élus locaux. Mais ça, c'est quelque chose qui est inhérent au fait. Si vous voulez, on a voulu un grand renouvellement, on a voulu beaucoup de personnes issues de la société civile. C'est très bien, ça apporte de l'expertise à l'Assemblée, mais on n'a pas encore cet ancrage territorial fort, cette historicité sur le territoire, à la fois avec les élus, les associations. Et donc, il faut qu'on passe beaucoup de temps à rencontrer le statut de parti ou vous n'êtes pas un parti? Moi, je continue à nous appeler un mouvement. Un mouvement? Je continue à nous appeler comme ça. Écoutez, je ne sais pas, c'est peut-être simplement sémantique, mais il me semble que c'est un mouvement parce qu'il y a de la vie. Il y a une Qui va prendre la parole devant tout le monde dimanche? Je ne suis pas organisatrice de dimanche, je ne peux pas vous répondre à cette question. Écoutez, non, pas du tout. Et demain, comment ça va se passer alors avec les militants? Mais demain, c'est pareil, je ne suis pas organisatrice et je laisse les militants... Demain aucune idée. Écoutez, avec les militants, c'est véritablement, vous savez, le mouvement qui organise et on les laisse, on est en parfaite confiance et autonomie de ce point de vue-là. Alors, je parlais d'un orphelinat qui va être temporaire, ça sera avant la fin de l'année qu'on aura le nom du... Probablement. D'accord. Un peu frondeur à l'Assemblée nationale, là? 2 amendements dans le cadre de la discussion sur le projet de loi de finances qui ont été adoptés, qui n'étaient pas vraiment du goût du gouvernement, celui notamment
bien de réduction fiscale, de crédit d'impôt pour ceux qui accueillent des migrants. Vous l'avez voté? Je l'ai voté. Il y avait aussi celui qui correspond à peu près à la même idée, mais pour les personnes... Pour la CSG? Non, pour les sans-abri, pour ceux qui dorment dehors. Il y avait cette même idée. Il y a eu ces 2 amendements de votés qui ne sont pas non plus incompatibles avec le projet global du gouvernement. Et moi, il me semble qu'il ne faut pas être dans la caricature. Soit on vote tous les amendements gouvernementaux et nous sommes des godillots, soit nous avons quelques idées pour améliorer ce qui nous semble important en termes de mesures. On sent qu'il y a une petite boboïtude qui est en train de se faire jour, non? Il n'y a pas une petite boboïtude qui est en train de... Non, c'est pas une boboïtude. Je pense qu'en un an, les députés ont pris leur marque. Le groupe se connaît bien aujourd'hui. Nous savons sur quels axes nous voulons travailler collectivement. Pourquoi vous avez voté cet amendement? Parce qu'il me semblait pertinent, il me semblait pertinent. Ça en termes de solidarité nationale, c'était très important. C'était important. Et puis vous savez, on a eu cette loi asile-immigration qui a été... à droite? Non, c'est pas du tout en ces termes. On ne pense pas en ces termes. D'accord. On ne pense absolument pas en ces termes. Ce qui est important pour nous, c'est de tenir à la fois la trajectoire, la stratégie et la trajectoire budgétaire qui a été posée depuis l'origine. Et vous savez qu'on s'est engagé d'ailleurs sur un plan qui est sur le quinquennat, où il n'y aura pas de modification majeure. Pour autant, de la même façon qu'on réaffirme chaque année dans la loi de finances les éléments essentiels qui sont de réduire les dépenses publiques, qui sont de restituer du pouvoir d'achat, qui sont de permettre de rester en dessous des 3%, nous procédons à des ajustements sur les mesures où c'est possible. La question, l'amendement d'Aurélien Taché, la question avait été posée dans le cadre de la loi Asile-Immigration. À ce moment-là, Aurélien Taché avait déposé un rapport en matière d'intégration, avait déjà proposé cette mesure. À ce moment-là, son amendement n'était pas prêt, pas suffisamment travaillé et pas budgété, justement. Donc on lui a demandé de retravailler. Et je fais partie des membres des commissaires aux lois qui l'ont rejeté à cette époque-là. Il a continué à travailler avec les services de l'État, il a redéposé dans le PLF. En commission, pas content quand même, là, hein. En commission, on lui avait demandé de retravailler son amendement pour le plafonner, ce qu'il a fait pour la séance. Et à partir du moment où il avait répondu aux questions que le gouvernement lui avait demandé de résoudre en commission, il ne se paraissait pas abscon de le voter en hémicycle, bien évidemment. Mais le ministre des Comptes publics n'est pas tout à fait satisfait de cet amendement. Oui, vous savez, on est toujours dans la discussion et c'est normal. Ouais. Bon. Donc je crois que le ministre est très content de la façon dont se passe le budget. D'accord. Il n'y a pas un vent de fronde alors dans le groupe là? Ça se passe bien avec Gilles Legendre? Bon, écoutez, ça se passe, un nouveau président de groupe qui est très occupé. Ça se passe, vous dites, c'est tout. Mais il est très occupé, Oui, je fais plus partie du bureau. Ça se passe bien ou ça se passe mal. Mais moi, je fais plus partie du bureau, je suis pas partie particulièrement à l'activité de Gilles Legendre. Quand même. Bien sûr, je suis partie prenante, mais dans mes commissions, dans mes sujets... Alors moi, j'ai soutenu la candidature de Laetitia Avia. Ouais. Un peu comme pour Marlène Schiappa, j'estime que, puisqu'on est ce mouvement qui a de nouveaux profils et qui veut promouvoir les grandes causes... Pas du tout, c'est pas ce que je dis. C'est pas du tout le vieux monde. C'est une forme de continuité avec Richard. Il faisait partie avec moi du bureau de Richard. Et c'est aussi une bonne nouvelle d'ailleurs que les députés de la majorité aient appelé finalement à des repères qu'ils connaissent. C'est signe que ça se passait pas si mal avec Richard Ferrand, contrairement à ce que les médias ont dit pendant l'année. Donc Gilles incarnait un peu plus cette continuité. Laetitia incarnait pour moi plus le renouvellement. Mais l'un ou l'autre, à partir du moment où ils sont au règne, ils ont ma confiance et ils agissent, ils sont dans l'action. D'accord. Le remaniement ministériel, est-ce qu'il vous convient? Oui, il me convient très bien. Écoutez, il y a de nouveaux profils, il y a de nouvelles personnes qui viennent incarner un petit peu, et puis on est très fiers d'avoir 2 de nos anciens collègues devenus... Gabriel Attal. Oui, Gabriel Attal et Christelle Dubos, qui sont devenus secrétaires d'État. On est très fiers, ce sont des personnes avec qui on a beaucoup travaillé pendant l'année, qui se sont fait remarquer sur des textes un peu emblématiques. Susceptibles d'apporter un nouveau souffle à la majorité présidentielle? Pourquoi un nouveau souffle? Je pense qu'ils vont apporter surtout un nouveau souffle dans le cadre gouvernemental. Ils ont bien porté 2 textes qui étaient majeurs pour nous. D'une part Parcoursup, de l'autre part Élan. Christelle Dubos était rapporteure de la loi Élan. Et leur qualité dans la conduite de l'action, des discussions, de la négociation avec les députés permet de voir une suite. Et moi, je pense que c'est emblématique du travail que tout le monde doit fournir. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un sérieux avec les textes. Mardi soir, vous avez regardé le président de la République à la télévision? Bien sûr que j'ai regardé le président de la République. Il a passé des messages importants, pour les Français. Il n'y a pas un problème de lumière, non? Écoutez, moi je ne suis pas experte en communication. Ce que je sais, c'est qu'il y avait une certitude. Vous avez compris ce qu'il a dit? Bien sûr. Il y avait déjà une première marque qui était celle de l'ouverture et de l'humilité envers les concitoyens qui avaient pu être heurtés par certaines des formules. Il avait raison, Collomb, en fait, finalement. Écoutez, ça manquait d'humilité, tout ça, un petit peu au début? Non, je ne pense pas qu'on ait manqué d'humilité. En revanche, je pense que c'est bien de la répéter régulièrement. C'est bien de la répéter régulièrement, parce que vous savez que la parole politique peut être énormément transformée. Donc,
très régulièrement venir répéter les valeurs qui sont là pour chapeauter notre action, ça c'est fondamental. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Ensuite, il y a eu un constat sur la situation nationale et internationale. Vous savez la complexité. Parfois, il y avait un propos du président de la République qui était un peu dur, un peu... On avait l'impression qu'on était à la veille d'une troisième guerre mondiale, non? Mais écoutez, la situation est complexe, honnêtement. Et je pense qu'il a eu une attitude d'honnêteté. Oui. Elle était déjà complexe. Il l'a évoqué dans l'année, mais ça a été peu étendu, donc, satisfaite, en fait. relayé. Pardon? Satisfaite. Mais écoutez, moi je suis satisfaite à partir du moment où il y a de l'humilité, de l'honnêteté, de la détermination, un cap, de l'action. Bien sûr que je suis satisfaite, on avance. Les élections européennes se présentent bien? Les élections européennes se présentent avec importance. Vous serez unis avec le MoDem et peut-être avec Agir, non? Je pense que nous allons réunir le plus possible. Nous allons évidemment réunir les progressistes parce que l'enjeu est majeur. On est à un tournant. Jamais une élection européenne n'aura été aussi importante. Pourquoi? Jamais. Parce que l'Europe est en danger. Vous avez des isolationnismes et des nationalismes très forts qui se manifestent, une parole décomplexée très agressive, des décisions qui sont prises qui portent atteinte aux valeurs fondamentales de l'Union et qu'il est temps de mettre un terme à cela, de réaffirmer ce projet européen et de le refonder, de l'améliorer. En en parlant beaucoup, est-ce que finalement c'est pas contre-productif? Vous excitez un peu ces populismes et ces nationalismes, non? Pas du tout, je pense qu'il faut les dénoncer, je pense qu'il faut pouvoir le dénoncer et qu'il faut pouvoir surtout apporter des réponses en face, avoir un projet qui est cohérent et constructif. Moi écoutez, je vais le plus possible à la rencontre de la population, j'organise des réunions à ce sujet, je les interroge sur qu'est-ce que c'est votre Europe, quelle est votre Europe pour demain. Et on entend bien que les gens, non seulement ils veulent de l'Europe, mais ils en veulent plus et ils en veulent mieux, il faut aller dans ce sens. D'accord, c'est un discours qu'on a déjà entendu, ça, non? Mais parce qu'il est réel. Ah bon? Parce qu'il est réel. En 2020, il y a des élections municipales. Tout à fait. Vous êtes de l'Hérault, oui. Une grande métropole dans l'Hérault qui s'appelle Montpellier. Montpellier Métropole. Vous y êtes candidate à Montpellier? Mais écoutez, tout est en cours de réflexion, tout est en cours d'étude. Vous ne dites pas non? Je ne dis pas non, je ne dis pas oui non plus. Ouais. Je pourrais aussi très bien soutenir une candidature très intéressante. Ce que je veux, c'est un projet de qualité, un projet de territoire, une qualité de gouvernance durable. Vous ne pourriez pas vous mettre derrière M. Sorel, le maire de Montpellier, qui est plus au Parti Socialiste, lui? En termes de gouvernance, on a des désaccords. Ah oui? Sur quoi? On a des désaccords. Sa façon de gouverner la métropole me pose des difficultés éthiques. Il y a de la maltraitance envers certains maires. Il y a des difficultés sur le territoire. Il est un peu brutal? Oui, il y a une forme d'agressivité que je trouve déplacée pour un élu de la République. Ah bon? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous dites là? Ah, mais regardez les conseils de métropole, vous pourrez y trouver beaucoup de choses. Ah oui? Oui, tout à fait. Vous trouvez qu'il est un peu... Il y a beaucoup de cynisme et une forme de brutalité. Il y a une forme de brutalité. Mais écoutez, il y a eu une purge des vice-présidents, vous avez eu des budgets qui ont été modifiés, mon suppléant est régulièrement attaqué, je trouve que c'est pas correct. Votre décision, vous la prendrez quand? Je la prendrai avec le mouvement La République En Marche, en temps venu. Après les européennes? Avant? En temps venu. C'est quoi le temps venu? Écoutez, ce sera le bon moment, mais pour l'instant, ce qui est certain, c'est que c'est aux européennes que je me consacre. D'accord. On est avec Coralie Dubost et on continue avec Jérémy Pontieux qui va poser vos questions, chers internautes. Bonjour Jérémy. Bonjour à vous. J'avais une première question de JP qui rebondit sur une députée qui a proposé une proposition de loi contre la glottophobie, la moquerie des accents. Est-ce qu'il n'y a pas des sujets plus importants à traiter au Parlement, nous dit-on? Est-ce que c'est un sujet réellement pour vous important? Alors écoutez, moi je pense que cela ressort de la blague et de la boutade. Je connais la députée qui a proposé cette proposition de loi. Il me semble qu'on est sur de l'humour et qu'on est... Qui réagissait à la façon dont Jean-Luc Mélenchon c'était une réponse a traité une journaliste dans la salle des 4 colonnes. Exactement, qui était là aussi, je parlais tout à l'heure de la vulgarité ou de la grossièreté que peuvent avoir certains élus, et il me semble que là-dessus on est rentré dedans. Mais en réalité, si vous regardez bien la loi sur les discriminations aujourd'hui, si vous comprenez, certaines décisions de justice peuvent comprendre dans le critère apparence physique déjà les accents. Vous désapprouvez le comportement de Jean-Luc Mélenchon? Bien sûr que je désapproue. Je désaprouve toute violence et toute indignité dans le comportement d'un élu de la République. Raphaël nous dit l'Hérault, ce n'est pas voisin de l'Aude, ça. Que pensez-vous de la situation de ses voisins? Je pense qu'il parle des inondations dans l'Aude. Et qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça se reproduise? C'est terrible, oui. Déjà, je voudrais adresser toute ma solidarité aux familles qui ont été touchées et aux proches en général. On connaît ces épisodes, je suis née à Montpellier, j'ai grandi là-dedans, on connaît des épisodes très violents avec les pluies au moment des Cévenols, et depuis quelques années, ça devient de plus en plus violent, on a de grosses difficultés et régulièrement des inondations. Donc effectivement, il faut qu'on prenne en considération, et je pense là ça relève de l'exécutif local principalement, mais pas seulement, accompagné bien évidemment par l'État, il faut qu'on puisse mettre en place des décisions solides pour l'avenir, pour protéger l'avenir, parce que je pense que cette situation ne sera pas la dernière. Les députés ont voté la suppression d'une série
de petites taxes comme la taxe sur les farines par exemple. Ma nous dit ridicule, ils nous font croire qu'ils nous font un cadeau alors que de l'autre ils nous taxent 3 fois plus et encore je suis très modeste. C'est une manœuvre pour détourner l'attention, ces suppressions? Mais pas du tout. Vous savez, on est dans un esprit de lisibilité. C'était un peu comme la loi Pacte. On avait constaté 199 seuils, on va les supprimer, on va passer à 3 seuils. Il y aura une lisibilité pour la vie des entreprises. Là, c'est une lisibilité pour la vie de tous les concitoyens. On avait une tonne de petites taxes comme ça qui n'étaient pas suffisamment rentables pour les recettes de l'État et qui pour autant pouvaient mettre en difficulté dans différents secteurs. Donc on a décidé de balayer les petites taxes et d'avoir une cohérence sur la politique fiscale et une lisibilité pour tout le monde. Ça, c'est important. Donc là, il y a de la cohérence et de la simplification. C'est de la simplification et de la mise en cohérence, bien sûr. Nous en avons parlé hier ici, des péages urbains qui pourraient être instaurés aux portes des grandes villes françaises. Est-ce que Montpellier pourrait se doter, par exemple, d'un tel arsenal? Écoutez, il faudrait interroger l'actuel président de la métropole. Sur le principe, vous êtes plutôt favorable à ça? Je pense qu'il faut regarder la façon dont la pollution de l'air et la circulation automobile va impacter la pollution de l'air. Il est vrai que Montpellier est, je crois, la 3e ville de France en termes d'embouteillage. Est-ce que ce serait une façon de réguler la circulation pertinente? Je ne sais pas, je pense qu'il faut articuler, il faut faire un diagnostic de territoire sur les mobilités, sur les transports en commun déjà existants, sur les raisons pour lesquelles on a autant de voitures en centre-ville ou pas, et à partir de là, prendre une décision sur le péage. Jim rebondissait sur la possibilité éventuelle que vous soyez candidate à la mairie de Montpellier. Il se demandait si vous connaissiez bien le terrain, est-ce que vous y allez assez souvent, est-ce que vous venez directement? Vous êtes native de Montpellier. Vous êtes native de Montpellier, je suis une heureuse native, une chanceuse native. C'est beau de grandir à Montpellier, c'est une belle enfance. Écoutez, je le disais tout à l'heure, ce mandat de député, c'est un mandat qui vous pousse à être à 2 endroits en même temps. Vous devez être à Paris, à l'Assemblée nationale et sur le terrain. Oui, mais enfin bon, vous avez des prédécesseurs qui avaient des règles, ils étaient 2 jours à Paris. Quelle est la différence avec mes prédécesseurs? Ils avaient des mandats locaux. Voilà, ils étaient députés-maires, donc ils avaient déjà d'une part des missions et des responsabilités locales, et puis d'autre part des moyens d'action locale beaucoup plus importants que ceux que nous avons aujourd'hui. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir intervenir sur situations locales qui me paraissent prépondérantes, mais cela ne ressort pas de mon mandat et je suis dans le respect des élus locaux qui sont là. En revanche, tous ceux qui veulent travailler avec moi et qui me sollicitent, je réponds, j'espère répondre favorablement à leurs demandes et je mets en œuvre tout ce que je peux pour améliorer la vie. Mais vous voyez par exemple la mesure des agriculteurs, le non-cumul des mandats. Le TODE. Vous voyez, le TODE, je suis à Paris, je l'ai défendu, mais c'est pour mes agriculteurs locaux, ce sont mes viticulteurs, ce sont mes agriculteurs qui sont impactés. Il y a énormément de mesures comme ça qui sont décidées à Paris, mais qui ont un impact direct sur la vie locale. D'où la nécessité, c'est peut-être pas une bonne chose, le non-cumul des mandats. Mais je pense que c'est une bonne chose pour les députés. Parce que véritablement, il faut pouvoir se consacrer. Vous savez, l'action législative, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il faut pouvoir prendre de bonnes décisions. En revanche, ce qu'il ne faut pas, et là où je pense que les concitoyens ont parfaitement raison d'attirer l'attention, c'est qu'il ne faut pas être qu'à Paris, il faut revenir régulièrement, il faut écouter régulièrement, il faut concerter. Moi, j'ai concerté pour la loi Pacte. On avait fait une concertation avec les entreprises de mon territoire, c'était passionnant, ils avaient d'excellentes idées. On fait des réunions régulièrement de restitution. Je vois les universités, quand il y a eu les problématiques l'an dernier à l'université, j'ai passé énormément de temps avec mes présidents d'université. À chaque fois qu'il y a une question qui se pose sur le territoire, j'y réponds, surtout quand j'ai un moyen d'action, un levier à Paris. D'accord. Dernière question. Nous avions une dernière question. Est-ce que si à la mairie de Paris, vous souhaiteriez Benjamin Griveaux ou Mounir Majoubi? Je ne prends pas part à ceci. Je pense que les décisions seront prises dans le bon temps, là encore, et par les bonnes personnes. Et j'entends que Paris est une ville pleine de challenges. Paris est une ville très intéressante, pleine de challenges, évidemment emblématique en France. Et là, je ne peux pas me prononcer. Je vais me réserver pour rester sur le Sud. D'accord. On était avec Coralie Dubost ce matin. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris à celles de nos internautes privilégiés et favoris. Et merci à Jérémy Pontieux de cette fait vos interlocuteurs à lundi pour de nouvelles aventures.